La biométrie pour le paiement mobile va exploser selon une étude publiée le 30 mai par le cabinet Juniper Research, spécialiste des études de marché. En 2027, la valeur des paiements sur mobile par biométrie atteindra 1,2 billion de dollars dans le monde, 365% de plus que les 332 milliards de dollars de 2022. Ça fait beaucoup, c'est énorme. Explication avec Valentin Blanchot, rédacteur en chef à Siècle Digital. Bonne écoute de Culture Numérique. Salut Valentin. Salut Grégoire. Alors les chiffres sont impressionnants, j'ai même eu un peu de mal à les dire, mais il faut aussi rappeler que la biométrie, elle est déjà partout. Oui. Je rappelle aussi à nos auditeurs qu'on dit bien billion, c'est pas une erreur de traduction, mais il s'agit bien de 1000 milliards, donc on est en billions et en trillions de dollars lorsqu'on parle en anglais. Effectivement, si on revient un petit peu sur la biométrie, c'est un peu le cœur aussi du sujet, effectivement, elle est aujourd'hui de partout. Empreinte digitale, parfois on peut utiliser l'iris, parfois on a aussi la reconnaissance faciale. C'est un développement qui est d'abord et majoritairement apparu sur un truc qu'on utilise tous les jours, qui est nos appareils mobiles. Ça a permis aussi de démocratiser beaucoup d'usages, et notamment pour les paiements, parce que on n'a pas encore de caméra sur nos cartes bancaires, mais par contre on a une caméra sur notre appareil mobile. On a aussi un lecteur d'empreintes sur notre appareil mobile et quelques innovations sont passées par là, notamment Apple Pay qui a permis de démocratiser ça, mais d'autres solutions aussi côté Google, Android, il faut pas l'oublier aussi. Il y a quelques tentatives, notamment Mastercard qui a créé des cartes aussi avec des empreintes, un lecteur d'empreintes digitales. Oui, okay. Ça reste encore, c'est pas très démocratisé, mais on en a vu, c'est innové, à voir si c'est un produit qui est totalement fini, qui est totalement aussi au point. Qui est sans erreur, c'est ça, qui est vraiment au point. Et il y a aussi une autre innovation qui est chez Amazon, où là, on lit plutôt la structure des veines de la main. On pose, c'est un scanner palmaire, je crois, je sais plus comment on disait ça. Et en fait, tu poses ta main sur un grand cadre, donc c'est plus large, donc c'est pas juste le doigt, c'est toute ta main. Et en fait, on analyse un peu ta main et avec les veines, etc. On identifie que c'est bien toi, parce que finalement, tes veines, voilà, on a à peu près leur propre schéma. Donc la biométrie est déjà partout et encore on pourrait utiliser, je pense, encore beaucoup d'autres caractéristiques physiques, personnelles et uniques à chaque personne. Mais déjà, c'est pas mal comme ça. C'est pas mal, mais en même temps, les utilisateurs n'ont pas encore forcément confiance dans cette technologie. Ouais, ce que révèle l'étude aussi, c'est que les gens, tous les utilisateurs, ont un avis mitigé sur leur confiance qu'ils pourraient accorder à la biométrie, à l'usage de la biométrie, notamment parce que ça concerne des paiements. Mais l'étude révèle aussi que ça viendra avec le temps. Plus on va l'utiliser, la biométrie, pour d'autres choses, pas forcément pour des paiements, plus notre confiance en la biométrie et les usages biométriques pour plein de choses, ça va se développer et plus cette confiance-là va grandir. Et c'est un peu ce qu'on appelle dans les études le proof of concept, c'est qu'on te prouve que ça marche, on te prouve que c'est sûr, on te prouve que personne d'autre peut le faire. Plus on se rend compte vraiment de la différence qu'apporte la biométrie face à d'autres systèmes d'authentification comme des codes, plus effectivement cette confiance-là, elle va grandir et ça ira dans le bon sens. Donc il s'agit juste d'une question de temps. C'est pour ça aussi que l'étude révèle qu'on va être sur un marché de la biométrie et les paiements qui va exploser parce qu'il va y avoir un gain de confiance et aussi des smartphones qui sont de plus en plus équipés. Ça peut se comprendre que ça effraie pour l'instant encore un peu. Selon le cabinet, par quoi va passer le développement de la biométrie dans les 5 prochaines années ? Alors, il y aura déjà une grosse période de transition pour la biométrie comme système de paiement sur smartphone. Beaucoup de gens ne l'ont pas encore utilisé. Il y a plein de gens qui n'ont pas Apple Pay, qui ne veulent pas l'avoir, qui trouvent ça trop compliqué, trop complexe. Donc, il y a quand même une certaine maturité à avoir sur ces usages-là. Et puis après, il y a d'autres usages aussi. Quand on va se rendre compte que c'est très simple d'utilisation, il y a aussi des règles et des normes européennes et internationales qui imposent aussi aujourd'hui de verrouiller et de confirmer certains virements, certains règlements, certaines opérations bancaires avec un deuxième appareil. Donc si on le fait sur un ordinateur, on devra le confirmer avec un smartphone par exemple. Parfois on peut tout le faire aussi directement sur son smartphone quand on paye parfois avec sa carte bleue. Moi étant au Crédit Lyonnais, enfin LCL, je dois aller parfois sur mon application LCL pour devoir confirmer un paiement et parfois peu importe le montant. Donc, des fois c'est un peu frustrant on se dit pour 15 balles c'est embêtant. Mais des fois, c'est une question de cookies, etc., toutes ces choses-là. Et après aussi, c'est surtout que va y avoir une transition là-dedans pour annihiler et faire oublier aussi le développement de solutions qui sont trop complexes. Il y a des gens qui veulent pas utiliser la biométrie, qui préfèrent d'autres vieilles solutions, mais dès qu'ils vont
essayer une nouvelle solution qui ne seront pas celle qui est trop complexe. Je pense que ce sera pour eux le jour et la nuit. J'ai un bon exemple qui est notamment, parce que notre entreprise est aussi à la Banque Populaire. La Banque Populaire nous a donné un petit boîtier dans lequel on doit mettre une carte bleue. Enfin, on devait, non, c'est plus le cas, heureusement. On devait mettre une carte bleue dedans pour avoir un code et pour valider l'ajout d'un RIB, valider un virement, valider des opérations. J'avais la même chose. Ouais, et c'est l'enfer. C'est contre-intuitif. En termes d'expérience utilisateur et d'expérience client, c'est horrible. Il y a quand même plein de trucs bien plus simples à faire que ça. Notamment, je sais pas, l'authentification à double facteur, c'est assez sécurisé. Il n'y a pas besoin de mettre une carte, de mettre un machin, de planquer le boîtier, de faire des trucs. Enfin, c'est l'enfer. Donc, des gens qui ont l'habitude d'utiliser ça, que ça rassure, parce qu'ils se disent que oui, il y a un boîtier, il y a un machin, et qui vont essayer quelque chose qui sera beaucoup plus intuitif et beaucoup plus transparent, on va dire, dans l'expérience. Quand on parle d'expérience seamless, c'est vraiment, tu te rends pas compte de ce que tu fais. Tu vois, Uber, par exemple, c'est une expérience qui est seamless. Tu rentres dans la voiture, tu l'as commandé sur ton application, tu rentres dans la voiture, tu sors de la voiture. Le paiement se fait automatiquement. Bon, tu as un peu de temps de configuration du compte, mais une fois, c'est terminé. C'est ce qu'on appelle une expérience qui est totalement transparente, sans couture. Et plus les gens vont découvrir ce type d'expérience-là, comparé à d'autres qui sont trop complexes ou pas assez sécurisés, forcément, ça ira dans le bon sens. Tu parlais avant de l'authentification à double facteur qui est sécurisée. Je suppose que la question de la sécurité, elle va forcément être centrale. Comme partout, dès lors qu'on va parler d'argent et dès lors qu'on va parler de paiement. Tu vois, je parlais effectivement de la vérification d'un paiement, d'un billet de train, même à 15 € entre SNCF et LCL. Ça le fait aussi avec les banques populaires de temps en temps. C'est important, mais ça va être aussi important pour les fournisseurs que pour les usagers. Il y a quelques mauvais exemples, on va dire, ou quelques mauvaises choses qu'on a pu voir, notamment en Chine, sur des vols de données biométriques, où là, une fois qu'on te les vole, les données biométriques, elles sont pas remplaçables. Mais c'est à l'échelle de la Chine, ça ressemble à la Chine, parce que c'est des données qui ont été récupérées sur des process de sécurité qui sont captés avec des caméras de reconnaissance faciale, et pas dans des protocoles qui servent à valider ou authentifier un paiement. Donc forcément, sur un protocole de paiement, c'est quelque chose qui n'y arrivera jamais. C'est impossible, sinon je pense que ce serait hyper dommageable. Enfin, c'est impensable. Et bon, après, on pense à l'impensable, mais tu sais jamais ce qui peut arriver. Exactement. Et qui peut trouver la faille. Mais voilà, en France, c'est pas quelque chose qui peut être mis en place sans que ce soit ultra sécurisé. Donc en fait, la problématique, c'est qu'en France, on n'a pas de reconnaissance faciale. C'est interdit. L'Europe l'interdit. Donc tu peux pas te faire donner ces données-là pour les utiliser pour authentifier un paiement. Donc ça ira plutôt dans ce sens-là, c'est que vu qu'on n'a pas d'usage très sécuritaire avec des données biométriques, comme ça peut être le cas en Chine, mais qui est un cas unique et très à part, on n'aura pas de problématique, mais oui, la sécurité va être centrale sur la protection de ces données-là, sur la conception des protocoles, sur la neutralité des fournisseurs de ces protocoles-là, si c'est des groupements bancaires, si c'est Swift, etc. Il y a plein de moyens pour ça, donc c'est impensable que ça ne se développe pas sans être sécurisé. Merci pour tes explications, Valentin. Et on se retrouve bientôt sur siècledigital.fr. À très vite. Merci d'être toujours plus nombreux à écouter Culture Numérique. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous le faire savoir en nous laissant une note sur Spotify et toutes les plateformes de podcast. On se retrouve très vite sur siècledigital.fr. À bientôt.